Grand 4, le fondé des démocraties. La séparation des pouvoirs. La séparation de l'exécutif, du législatif, du judiciaire constitue le fondement des États démocratiques. C'est-à-dire que le citoyen est amené à donner son avis. En France, nous sommes dans un pays de droit écrit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crime et de sanctions sans qu'il y ait de loi. Ainsi, tout citoyen est en mesure de savoir à quoi il s'expose lorsqu'il agit. La Constitution est au centre de la démocratie en France. Elle ne peut être modifiée par une personne ou par un groupe minoritaire. Toute modification nécessite un nombre défini de députés. N'oublions pas le quatrième pouvoir, le pouvoir des médias aussi. Il semble accepter les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont gérés par les directeurs d'hôpitaux, par les chefs d'établissement qui inscrivent les contentieux des malades en les plaçant parmi leurs priorités. Il a produit de nombreuses circulaires sur la question de participation d'expression des usagers. Dès leur existence, des observateurs du social et du médical ont examiné les conséquences de ces circulaires. Ils pensent tous qu'on se hâte bien lentement de la reconnaissance du malade. Et reconnaître le malade comme citoyen, c'est exiger souvent du système de soins un changement de mentalité. Le comportement des malades citoyens rejoint les patients et peut être un mouvement plus large de contestation d'une forme de société de consommation et de consommation poubelle entre autres. Les classes moyennes supérieures sont le plus souvent représentées dans ces mouvements, sans doute car elles sont les plus médicalisées. Cette notion de malade citoyen demande à être déconstruite, car on se rend vraiment compte des inégalités, de la place des usagers dans le processus décisionnel. Tous les usagers ne se ressemblent pas. Il existe tout un filtrage de valorisation et de disqualification des bénéficiaires des systèmes de soins par un effet d'étiquetage positif, entre autres. Ainsi, on partage encore souvent les patients entre bons patients ou bons malades et mauvais patients ou mauvais malades. On a donc affaire à ce que certains sociologues appellent les effets pervers de la politicienne sociale, avec de la santé, avec ces phénomènes de catégorisation des individus. Les malades deviennent davantage clients de la politique sociale. Une vraie citoyenneté démocratique implique la capacité de participer réellement au pouvoir. Le malade revendique cette volonté de participer au moins aux décisions. La première revendication est celle des relations médecin-malade. La modification de cette relation n'est pas indiquée comme telle. La charte du MADAD indique l'affirmation des droits du malade et rappelle son droit au respect et à l'information, notamment lors des prises de décision. En France, cette charte est récente et en retard sur ce point. Elle est encore largement théorique, alors que dans les textes, par exemple, dans l'article 1er de la loi de la réforme hospitalière de 1970, ce droit est explicitement indiqué. Grand 2, le malade comme une personne. Le malade comme personne et les proches de ce malade sont des personnes qui dérangent dans le système de soins quand ils ne sont là que pour revendiquer les droits. Une lettre
s'adressant au directeur d'un établissement hospitalier en témoigne. Elle a servi de support à la discussion dans une cellule de réflexion de l'espace éthique de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris. Monsieur le directeur, je tiens à votre connaissance les faits suivants, afin d'éviter que d'autres personnes ne subissent la même chose. Le malade est décédé dans le service de réanimation de votre établissement le 5 juin 1998 à 23 h. Elle a été victime d'un arrêt cardiaque dans le service d'hémodialyse la veille et elle est transférée en réanimation. Je n'ai été prévenu que le lendemain. Tous les soins médicaux et paramédicaux nécessaires ont été prodigués et, cependant, je considère que le respect de la personne a été oublié, que notre droit n'a pas été respecté. Ce droit est de pouvoir accompagner les derniers instants d'un être cher. J'habite à 60 km de Paris et lorsque je suis arrivé, ma mère venait de faire un deuxième arrêt cardiaque. Le médecin de garde m'a reçu et ne m'a pas informé de la gravité de la situation. Il m'a donc interdit de rester au chevet de ma mère pendant des heures de visite autorisée. 15 h à 17 h et 18 h à 19 h. Or, depuis le décret du 14 janvier 1974, il a toujours été admis que l'on devait tout faire pour que les personnes en fin de vie soient accompagnées par leurs proches, quel que soit le secteur d'hospitalisation. Aucun effort n'a été fait dans ce sens, malgré la non-assistance, et ce refus m'a été justifié par aucune impossibilité matérielle et objective. J'ai eu le sentiment que c'était une consigne d'ordre général, totalement dépourvue d'humanité. D'ailleurs, les propos du médecin qui m'a reçu en sont un exemple révélateur. Lorsque je lui ai dit que ma place était auprès de ma mère et que je ne voulais pas qu'elle meure seule, il m'a dit « Des malades comme votre mère, j'en ai 10. » Je n'ai que ma mère, lui ai-je répondu. Il m'a fallu une année pour pouvoir faire ce courrier. Et je n'arrive pas encore à comprendre comment et pourquoi le médecin a pu répondre cela. Son travail était aussi de savoir ou d'essayer de faire face à ces angoisses. Le refus que j'ai eu était brutal, total. Un service de réanimation se doit d'entourer et de soutenir les patients et leurs familles, ce qui n'a absolument pas été le cas dans votre service. Étant moi-même cadre infirmière, je connais bien la contrainte du fonctionnement. J'ai d'ailleurs proposé de quitter la chambre à chaque fois que les soins étaient nécessaires. Faut-il en déduire que les familles sont obligées de forcer les choses dans une situation où elles sont particulièrement vulnérables? Inutile de vous dire que je souffre encore de cette situation, puisque j'ai le sentiment d'avoir abandonné ma mère à un moment où ma place était auprès d'elle. Depuis 1981, des groupes de malades se sont réunis dans la Fédération nationale des usagers de santé. Ils ont ainsi un sentiment de solidarité. Ce regroupement collectif aide aussi à forger une autre identité, plus positive du malade. L'affaire du sang contaminé, l'apparition du sida ont modifié et enclenché cette expression collective des usagers, en ayant un caractère extrêmement politique et militant, entre autres. Comment, avec le sida, des malades se sont informés et ont trouvé la force de revendiquer? Comment sont-ils imposés et leurs idées ainsi comme apport collectif du système de santé? C'est donc une véritable mutation sociale. Le but n'est pas de revendiquer la démédicalisation de la santé, mais plutôt d'interpeller le pouvoir public pour pouvoir mettre fin au monopole de la profession médicale dans la mise en œuvre des politiques sanitaires. Depuis 1981,
on a constaté une nécessité de plus en plus pressante et marquée enfin ces usagers qui se font entendre et reconnaître. Cette reconnaissance est active et non pas passive. La maladie ou la perte de notre santé nous prend du même coup aussi longtemps l'ensemble de nos droits. Ainsi, nos citoyens malades n'étaient plus en mesure d'exercer leurs droits et de les revendiquer. Les soignants s'engagent dans cette réflexion éthique sur la place qu'il convient de donner à la personne malade en ce qui concerne l'écoute, l'attention, l'intérêt porté à son histoire singulière, son droit d'expression. Les personnes ne parlant pas la même langue que les soignants représentent une difficulté à émettre cette expression et à la faire reconnaître. Il faut donc mener une vraie place à la personne malade en lui donnant la possibilité d'échanger et de formuler des questionnements, des contestations, voire des refus. Il faut aussi l'informer sur les choix qu'on lui permet d'exercer, sur cette notion de partenariat dans les traitements proposés. La fragilité de la personne souffrante se trouve donc confrontée à la force d'un système bien organisé. D'un côté, on a la fragilité d'une personne malade, dépendante, entrant dans un univers inconnu, et de l'autre, la force d'un système organisé pour qu'il soit efficace. Se pose la question essentielle des langages, trop hermétiques, utilisés par l'ensemble des affaires professionnelles, les soignants et les administratifs. Il a fallu par exemple quelques années pour que les associations d'usagers et les soignants constatent que beaucoup de patients étrangers ne comprenaient pas la charte du patient hospitalisé. On a d'innombrables plaintes des patients comprenant la langue française concernant les textes d'information, beaucoup trop compressés et compliqués. C'est notamment le cas en ce qui concerne l'information du patient avant la transfusion, qui a été qualifiée d'incompréhensible pour l'usager moyen. On s'est donc décidé à réécrire ce texte. On a donc encore une fois un effet pervers de la diffusion de l'information, oubliant que la communication et la communication orale et l'échange interculturel au sein d'une même société sont irremplaçables et indispensables. On constate que le raccourcissement de la durée moyenne des séjours, l'accumulation des gestes techniques réduisent le temps de contact humain. Une approche socio-anthropologique de la maladie permet aussi une prise de conscience de cet indispensable partenariat entre médecins et malades. Un partenariat exercé dans un climat de confiance. Des sociologues de la région travaillent depuis plusieurs années sur cette notion de confiance entre médecins et malades. Comment s'élabore ce partenariat? Cela ne doit pas être seulement centré sur un corps morcelé. L'acte doit être posé sur toute la personne, en tenant compte de son environnement culturel et social. Au début des années 1990, on repère le développement dans la presse écrite et audiovisuelle d'une information de qualité sur la santé. Pour la première fois, ce n'était pas seulement une information vulgarisée, sortant du cabinet médical, mais une information répondant aux attentes d'un public de plus en plus exigeant. Les associations ont été très soutenues par un certain nombre de textes législatifs, mais aussi par les soignants. On peut évoquer quelques avancées spectaculaires faites par l'œuvre commune des soignants et militants associatifs. L'accès aux soins des personnes
en situation de vulnérabilité sociale, la défense des droits de la personne malade face aux discriminations, les luttes contre la douleur, le développement des soins palliatifs, entre autres. Grand 3, le sida, une épidémie progressive. Quelles sont donc les transformations positives dans notre société? Les patients étaient dans une situation où leur savoir sur la maladie s'avérait parfois plus important que la connaissance que les médecins en avaient. Pour la première fois, on a vu se modifier considérablement l'équilibre de la relation médecin-malade. Depuis, d'autres évolutions liées aux différentes affaires de santé publique sont repérables. On assiste à un retentissement dans l'opinion publique. Le sida a marqué l'émergence de la mort au cœur même des générations, incarnant la solitude de la jeunesse. Une anthropologue qui a longtemps dirigé le comité français pour le sida dit « Avec cette implication des substances corporelles qui symbolisaient la manifestation de la vie et ses pulsions sexuelles données, le soin des matières de vie se mue en matière de mort. » Des mouvements contradictoires se sont développés, une peur absolument réelle et des conduites d'exclusion, mais aussi des communautés rompant avec le silence socialement imposé. L'ensemble des moyens de parole se sont trouvés à la fois concernés et bousculés par le traitement de l'information et la prise de parole, c'est-à-dire l'ensemble des messages écrits, du phénomène de l'audiovisuel, de la communication institutionnelle et même de la publicité. C'est la première fois qu'une maladie engageait des querelles par interview interposée et que des témoignages, des livres, des films, des documentaires, des shows télévisés, des ouvrages étaient médiatisés. Le sida bénéficie enfin d'une parole publique due à la fois aux peurs et à la solidarité dans ce plan social. Parallèlement à cette MOTS, et à ce spectacle, apparaissent des malades qualifiés d'extrêmes en sida. Le sida est une épidémie nous plaçant délibérément dans le champ de l'éthique. Elle a interrogé notre regard sur les autres, nos critères personnels, nos critères sociaux, nos critères de catégorisation et nos critères de discrimination. C'est aussi l'épidémie qui a bousculé la notion de secret médical, de confidentialité. Elle a aussi amené la société à réfléchir sur la question des expérimentations, des essais thérapeutiques, du choix très contesté du tiers-monde comme terrain d'expérimentation. Dire que le sida est une épidémie modifiant le statut du malade, utilisation du terme de statut à ce moment-là, on a contribué à transformer les relations entre patients et professionnels. Cela a permis de prendre conscience de tout ce qui était défaillant dans notre système de soutien social et dans notre système de soins.